Bonjour et bienvenue dans cette vidéo très spéciale où ensemble nous allons voir pourquoi est-ce que le chômage des jeunes est grandissant en Afrique. Je tiens déjà à préciser, cette vidéo n'est pas une vidéo polémique. Nous ne sommes pas là pour indexer tel ou tel du doigt. Nous allons rapidement essayer de comprendre cet état des choses afin de proposer ne serait-ce qu'une solution pour que nous puissions sortir de cela. Donc à la fin de cette vidéo, nous aurons compris pourquoi est-ce que le chômage est grandissant et nous serons mieux outillés pour pouvoir prendre notre destin en main afin de pouvoir résoudre ce problème de manière individuelle. Et lorsque beaucoup d'individus vont résoudre ce problème avec la famille africaine, ça va toucher de plus en plus de personnes et ça va créer un mouvement, ce genre de mouvement qui pourra faire en sorte que nos pays soient vraiment émergents dans le futur. Déjà, la population africaine. Parlons-en un peu. Saviez-vous que la moyenne d'âge ces 10 dernières années en Afrique est de 19 ans? Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que si personne ne fait d'enfants actuellement-ci et que nous continuons ainsi, la moyenne d'âge sera dans 4 ans, 23 ans. Il s'agit d'une population en âge de travailler. Est-ce que les emplois se créent à cette vitesse aussi? La réponse est non. Donc, il y a véritablement un problème. Et avec ces données-ci, avec ces chiffres, le chômage ou bien ce que nous allons appeler plus tard l'emploi sous-payé ou l'emploi indécent sera de plus en plus commun. De nombreux articles ont été écrits à ce sujet pour expliquer que ce soit le chômage, que ce soit comment comprendre ou bien la croissance du chômage. Nous n'allons pas revenir. Beaucoup de trucs ont déjà été dit. Ici, nous allons proposer des solutions pour pouvoir pallier à cela. Déjà, c'est quoi le chômage? Le chômage, selon Wikipédia, est l'état d'une personne souhaitant travailler et qui est à la recherche d'un emploi. Cette définition, je la trouve très vague parce qu'elle qualifie tout travail d'emploi. Cela n'est pas vrai car nous avons en Afrique ce que je peux appeler des sous-emplois ou bien des emplois précaires. Je ne tiens pas à dévaloriser par exemple des emplois comme celui-ci, on appelle cela des call box en Afrique. Mais je tiens à souligner que selon moi, ce ne sont pas des emplois. Parce que si vous voyez un enfant qui a disons 5 ans, 8 ans, vous demandez qu'est-ce que tu souhaiterais être quand tu seras grand. Il ne veut pas dire que je veux être gérant de call box ou bien je veux être, disons, mototaximan. Ces différents emplois sont issus de la conjoncture et de l'adaptation des personnes par rapport à cela. Donc, cette définition-là aura tendance à dire que cette personne qui a ce kiosque est un emploi, ce qui n'est pas le cas. Car cette personne, je suis certain que si on demandait à cette personne, elle aurait aimé faire autre chose. Elle fait ceci pour pouvoir survivre. Quelles sont donc les causes du chômage? La première cause du chômage, c'est l'absence de structuration du marché de l'emploi. L'État est supposé accompagner les structures pour pouvoir gérer l'offre de demande d'emploi, soit en prenant des parts dans les entreprises privées, soit en diversifiant le marché de façon à ce que les entreprises aient un appui, que ce soit financier par des prêts à taux préférentiel que l'État peut leur fournir pour pouvoir continuer leur croissance, continuer leur compétitivité, ce qui va aider la demande qui sont les jeunes diplômés qui recherchent du travail. Donc, il n'y a pas une structuration claire du marché de l'emploi. Autre cause, c'est l'augmentation de la population ainsi que le report de l'âge à la retraite. Dans beaucoup de pays africains, on verra des messieurs assez âgés qui continuent à travailler pendant que des jeunes qui sont de plus en plus nombreux n'ont pas cette possibilité-là.
Autre conséquence, c'est la faiblesse du niveau de compétence. Et nous allons le voir en détail dans les prochaines slides. Une autre chose, c'est la mondialisation et certains accords étatiques. Par exemple, vous savez, ce monde est devenu un village planétaire. De plus en plus, les entreprises sont capables de délocaliser, par exemple, que ce soit un Brésilien, un Indien, un Marocain, pour l'envoyer dans un autre pays pour qu'il fasse le travail tant que l'entreprise génère son profit. Donc, ce monsieur qui quitte par exemple du Brésil, qui arrive par exemple travailler au Sénégal, inévitablement, il crée un vide, car ce monsieur qui est au Sénégal, qui devait travailler, ne sera plus recruté parce que il y a cet expert-là qui va venir travailler. Donc, c'est cela, les causes de la mondialisation et de certains accords étatiques. Par exemple, un pays peut signer un accord de prêt, ou bien le FMI peut signer un accord de prêt avec un pays, mais le FMI impose que ceux qui vont réaliser ce travail-là seront des entreprises de tel ou tel pays. Ce qui fait que, oui, le FMI a donné ce prêt-là, mais en réalité, ceux qui vont travailler seront encore des expatriés, par exemple, d'un autre pays, ce qui va faire que ces expatriés, quand ils travaillent, ayant leur famille dans ces pays-là, vont faire ressortir de la richesse. Donc, en réalité, c'est un prêt qui ne profite pas directement aux populations locales, mais qui profite à ces expatriés qui vont venir réaliser cela. Bien sûr, il y aura des Africains qui seront pris à ces différents postes-là, mais généralement, ce ne sont pas des postes stratégiques, ou bien il y aura très peu d'Africains à des postes stratégiques. On va dire qu'il y a peut-être 40% d'Africains, mais ce sera des postes de manœuvre. Donc, c'est cela qui crée en gros du chômage. Une autre cause, c'est la robotisation et l'intelligence artificielle. De nombreux métiers sont déjà remplacés par l'intelligence artificielle. Je veux dire, il y a des gens en 2019 qui font des formations, qui font des cours, qui apprennent des métiers qui sont déjà remplacés par la machine en fait. Ce qui fait qu'il faut absolument se recycler, se reformer, car la machine et l'intelligence artificielle vont remplacer de nombreux métiers. Ça ne veut pas dire que les métiers vont disparaître et les gens ne vont plus travailler. Ça va créer, un peu comme la révolution industrielle, de nouveaux emplois. Et bien sûr, les premiers qui vont entrer dans cela seront les premiers à bénéficier. On dit souvent, premier arrivé, premier servi. Donc, l'idéal est de commencer dès maintenant à se bâtir ce profil-là. Lorsqu'il n'y aura pas encore de demande, ces personnes qui ont ce profil-là seront prisées. Et le temps que la masse suive, il y aura déjà saturation et il faudra directement changer de paradigme. Nous allons bien évidemment, comme j'ai déjà commencé, parler plus en profondeur de la faiblesse de niveau des compétences. Pourquoi cela? Parce que ce soit l'absence de structuration ou la mondialisation et les accords interétatiques, cela ne dépend pas de nous, mais ça dépend de l'État. Donc, on ne peut que subir cela. Que ce soit l'augmentation de la population ou l'intelligence artificielle, nous ne pouvons toujours pas freiner cela. Donc, la seule chose que nous pouvons impacter directement est la faiblesse au niveau des compétences en nous formant nous-mêmes. Nous allons voir en détail dans les prochaines slides pourquoi est-ce que nous pouvons impacter à ce point-là. Parlons de la faiblesse du niveau des compétences. Pourquoi est-ce que le niveau de compétence est de plus en plus bas en Afrique? Premièrement, nous avons un accès médiocre à l'apprentissage de base. Simple exemple, lorsque vous voyez un enseignant qui vient faire un cours sans document, qui récite ce qu'il enseigne de mémoire, je vous assure, vous avez au moins 10 ans de retard. Parce que si nous considérons le temps que cet enseignant a pris pour apprendre cette science, le temps qu'il a pris pour la mémoriser et le temps qu'il prend maintenant pour enseigner, vous verrez que ces connaissances qu'il vous donne de mémoire sont des connaissances d'au moins 10 ans. Et là, je suis encore très optimiste. Ce qui fait que si vous comparez vos cours, par exemple, de cette année avec ceux de l'année passée, vous verrez que c'est à peu près la même chose. Cependant, la science évolue. Donc, vous allez subir ces enseignements, sortir avec des connaissances qui ont 10 ans et vous serez incompétitif. Vous ne serez pas compétitif sur le marché de l'emploi. Par conséquent, les entreprises auront tendance à prendre des gens externes ou bien à ne pas vous mettre au niveau entre guillemets que vous comptez avoir parce que vous ne pouvez même pas remplir ces différents rôles-là.
Autre point de la faiblesse au niveau des compétences, ce sont des formations professionnelles qui sont insuffisantes. Bien sûr, je parle de l'Afrique en général, même de certains pays du Moyen-Orient. Nous avons aussi la clochardisation de l'enseignement et de l'enseignant lui-même. C'est l'un des métiers les moins bien payés. Pourtant, c'est lui qui assure tout ce système éducatif-là. C'est lui qui est au centre, c'est lui qui dispense ces différents cours-là. Cependant, ce métier est dévalorisé et c'est à peine par défaut que beaucoup de gens le font. Ce qui fait qu'ils ne font pas cela avec passion, ils font cela par défaut et cela impacte sur les étudiants qui ne seront même pas passionnés par une matière. Un autre élément, c'est le goût effréné des jeunes pour la luxure. Quand un jeune a une petite connaissance, il ne veut pas continuer dans la recherche pas forcément dans la recherche fondamentale, mais il ne veut pas continuer à se développer parce qu'il a déjà de quoi manger aujourd'hui. Il ne voit pas à moyen long terme, ce qui fait que avec ce système de pensée, nous sommes presque en mode survie ou bien on vit presque au jour le jour parce qu'on ne se prépare pas à ce qui est en train d'arriver, que je vais expliquer dans les prochaines slides. Parlons une petite comparaison avec le système américain. Une étude faite par CNBC a démontré que la pension dans les universités américaines ne fait que croître. Nous voyons bien des années 88 aux années 2018-2019, la pension ne fait qu'augmenter. Quel est l'impact que cela peut avoir? Lorsque la pension augmente, ces institutions ont de plus en plus de moyens. Par conséquent, premièrement, ils peuvent attirer des enseignants de haut vol. Ainsi, ils peuvent avoir des enseignants, par exemple, prix Nobel, comme par exemple Harvard Business, comme par exemple Stanford, comme par exemple Yale, HEC et tout cela. Deuxième point est qu'ils peuvent, avec ces moyens qui sont de plus en plus croissants, toujours renouveler leur matériel, à savoir des laboratoires par exemple, ce qui fera que les étudiants pourront toujours avoir des connaissances plus à jour avec des matériels de plus en plus sophistiqués. Autre avantage que que ces augmentations créent sont au niveau du financement des recherches ainsi que du financement même du label de l'école. Parce que beaucoup d'entreprises prennent des gens, pas forcément parce qu'ils sont très bons, mais premièrement aussi par rapport au label de l'école. Donc, ces différents éléments permettent à ce que, avec de plus gros budgets, ces entreprises, ces écoles-là peuvent continuer à être au top level. Et bien sûr, un autre élément qui est presque aussi lié est que puisqu'ils élèvent le niveau de pension, par exemple, de leur institution, moins de personnes peuvent y accéder, ce qui augmente la valeur même des diplômes qu'ils vont fournir à la fin de leur formation. Donc, vous constaterez que, par exemple, le prix de la pension dans les écoles comme Stanford, MIT, généralement le système anglo-saxon, il est croissant, ce qui diminue, ce qui stabilise le nombre de diplômés et ce qui donne justement cette valeur des écoles-là. Ce qui bien sûr n'est pas le cas en Afrique parce que en réalité le niveau de vie de la population ne fait que se dégrader. Je peux prendre un exemple. Prenons le cas par exemple de Facebook ou de Amazon. Ces organisations américaines qui vendent des produits en Afrique, Facebook par exemple, lorsque vous faites un sponsoring de votre page, vous êtes en train de faire un achat à Facebook. Cependant, ce qui fait que c'est votre argent que vous prenez, que vous faites carrément sortir de votre pays. Cependant, Facebook ne paye aucun impôt à un pays africain. Donc, l'État perd directement cet argent-là. Et il a donc en réalité moins de moyens que si vous achetez par exemple un produit localement. C'est le même système avec Amazon. Lorsque vous faites une commande avec un produit par Amazon, vous payez Amazon, mais en réalité, Amazon ne paye rien à ces États. Donc, c'est encore de l'argent d'un pays qui est encore en train de sortir. Donc, vous voyez que l'État aura même de moins en moins de moyens pour pouvoir assurer ne serait-ce que ses fonctions régaliennes et il ne peut pas donc arriver à ce niveau où il faudrait
augmenter le niveau de vie car il n'a même pas les moyens pour ne serait-ce qu'augmenter de manière continue, que ce soit le salaire, que ce soit diminuer les taxes, parce que son argent va de manière décroissante. La solution, comme j'ai dit, par rapport au faible, à la baisse de la compétence, est le fait de faire des formations en ligne. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère de la révolution, non pas de l'intelligence artificielle, mais nous sommes en fait à l'ère de la révolution de la connaissance, révolution de l'information. Pourquoi? Parce que à l'ère d'Internet, la connaissance est accessible à tous. Beaucoup d'Africains, quand on dit Internet, ils pensent Facebook, Twitter, WhatsApp et consorts, mais c'est une erreur. On doit se baser sur Internet pour pouvoir prendre de nouvelles compétences afin de nous rendre compétitifs à l'échelle mondiale. Comme je l'ai dit, avec la mondialisation plutôt, c'est au lieu de prendre par exemple des Béninois pour faire travailler par exemple en Côte d'Ivoire ou bien des Marocains pour faire travailler par exemple en Érythrée, on prendra directement des personnes locales parce que vous serez nécessairement moins cher que tout expatrié puisque vous vivez dans la zone. C'est quoi le cours en ligne? C'est quoi le e-learning? Le e-learning ou apprentissage en ligne consiste à utiliser des technologies électroniques pour accéder à des programmes d'enseignement en dehors d'une salle de classe conventionnelle. Donc, comme vous avez vu l'image précédente, tout simplement le fait en gros de prendre un cours hors d'une salle de classe. Ça peut être depuis votre téléphone portable, depuis votre ordinateur, votre tablette et consorts. Il existe deux types de e-learning. Nous avons l'apprentissage synchrone ou en temps réel. Là, vous allez faire des trucs comme des webinaires, des vidéoconférences, des classes virtuelles. Ceci, l'information est accessible directement et son avantage est que vous pouvez interagir avec cette personne-là qui vous fournit cette connaissance. Autre type d'apprentissage, c'est l'apprentissage non synchrone avec des cours en ligne qu'on appelle souvent des MOOC. Nous allons définir ça dans la prochaine slide. Ou bien des forums. Ici, l'information ou bien l'apprentissage n'est pas en temps réel, il est déphasé. Cependant, vous pouvez plus. L'avantage ici est que vous pouvez faire cela à votre rythme. Pourtant, le webinaire, vous ne pouvez pas forcément faire cela à votre rythme, sauf si vous le voyez plus tard. Et lorsque vous le voyez plus tard, il n'est plus synchrone, il est non synchrone. Donc voilà justement l'image de quelqu'un qui fait ses différents cours en ligne. Et ça peut être soit vidéoconférence qui fait apprentissage synchrone, soit un cours en ligne qui fait un apprentissage non synchrone. Et les cours en ligne, si nous regardons statistiquement les cours en ligne, nous verrons que la plupart des principales universités font les cours en ligne, que ce soit Harvard, MIT, Stanford, etc. Nous constaterons aussi que beaucoup de grandes compagnies proposent des cours en ligne, comme par exemple Google, IBM et consorts PwC, qui proposent des cours en ligne et, suivant chacune des plateformes, chaque entreprise ou bien université a sa préférence. Nous constaterons aussi qu'il y a des venture capital qui sont des organismes qui font des prêts d'argent, qui financent ces cours en ligne là, comme par exemple Peter Lafont. Et nous avons aussi des organismes humanitaires bénévoles qui financent aussi ces cours en ligne, comme par exemple BMGF, Bill and Melinda Gates Foundation. Nous constaterons que si autant d'acteurs se mettent à financer ou bien à faire des cours en ligne, c'est justement pour une raison. Nous sommes à l'ère de l'information. L'information, c'est la valeur la plus précieuse actuellement. C'est pour cela que des entreprises comme Facebook, comme Amazon, comme Microsoft sont aussi valuables parce que justement elles génèrent de grosses masses de données qui, une fois analysées, permettent d'avoir une information qui nous servira à prendre une décision. Étant à l'aide de l'information,
que ce soit ces venture capital, que ce soit ces organisations ou ces compagnies, ils veulent former le maximum de personnes dans le monde en ayant élevé ne serait-ce que de quelques pourcentages de niveau de connaissance, ils pourront identifier des gars qui sont un peu intéressants, qui sont intelligents selon leurs critères, qu'ils vont recruter pour pouvoir continuer, eux, à générer de la valeur et aussi à mieux maintenir, sinon à augmenter leur marge de leur taille de marché. Cela est justement une opportunité à saisir parce que actuellement, si nous voyons par exemple la courbe du Product Life Cycle, nous verrons que ici, très peu de gens de nos jours dans le monde le font. Et c'est une opportunité à saisir parce que on ne se prépare pas pour maintenant, on se prépare pour être prêt sur le futur. Et cela passe nécessairement par une formation et par l'adoption de produits innovants. Le MOOC, comme il a été dit, c'est Massive Open Online Courses. Et lorsque vous constatez, vous voyez que même jusqu'à présent, ces différents cours sont beaucoup plus pris par les personnes résidant aux États-Unis et en Europe, en Inde et en Chine. Nous constatons que même à ce niveau, à cette course à l'information, l'Afrique est encore derrière, malgré, on peut le constater, un petit sursaut dans les pays anglo-saxons et Afrique centrale comme le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais cependant, on voit une tendance au niveau des pays d'Afrique centrale comme le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais nous constaterons que tous ces pays qui font énormément de cours en ligne, ce sont encore ces pays qui sont soit émergents, soit développés. Nous voyons par exemple, après les États-Unis, nous voyons que l'Inde et la Chine se côtoient à la tête du classement. Et nous constaterons que, par exemple, si nous voyons toutes les grandes entreprises américaines, elles sont dirigées par des Indiens, où il y a des Indiens au niveau du conseil d'administration. Par exemple, celui qui gère actuellement le CEO de Google, c'est un Indien. Par exemple, dans le board de Amazon, donc dans le board of directors, donc dans le conseil d'administration d'Amazon, il y a des Indiens. Donc nous voyons que les Indiens se mettent justement prêts pour pouvoir gérer et pouvoir éventuellement faire comme la Chine, à savoir dominer le monde ou bien être aussi une puissance considérable dans les 5, 10, 15 prochaines années. Et nous voyons aussi que l'Afrique est à la traîne. Pourtant, ce n'est pas forcément un problème de connexion Internet, puisque nous les voyons, nous sommes beaucoup plus sur Facebook, sur Snapchat et tout cela. C'est un problème juste de priorité et de vision à moyen, long terme. Donc nous voyons les différentes plateformes de formation qui existent avec les leaders qui sont Coursera, EDX, FutureLearn, Udacity. Ce sont actuellement les 4 leaders qui sont suivis de près par cette plateforme de formation en ligne chinoise, cette plateforme française, celle-ci et celle-ci. Mais vous voyez qu'il y a de nombreuses plateformes de formation en ligne. Et nous avons des plateformes aussi comme Udemy qui sont des plateformes où tout le monde en réalité peut faire des formations. Donc, voici ainsi présenté ce que nous pouvons pallier pour pouvoir résoudre ce problème. Et je peux encore revenir au début. Selon vous, pourquoi est-ce que le chômage des jeunes est grandissant en Afrique? Je pense que cela est dû au fait de la victimisation. L'Africain noir actuellement, je pense, il est plus réactionnaire. Il ne veut pas comprendre les causes pour pouvoir prendre des conséquences et changer cet état des choses. Il préfère jouer la victime, c'est la faute de la colonisation, c'est la faute de l'esclavage, sans pour autant chercher à tirer les conclusions, prendre son destin en main afin de pouvoir, en s'armant intellectuellement, afin de pouvoir plus tard essayer de compétir
comme l'Inde qui a été une colonie, comme la Chine qui a été une colonie, comme les pays comme la Mongolie et tout cela qui sont en train d'émerger. Donc, pourquoi est-ce que le chômage des jeunes est grandissant en Afrique? C'est parce que l'Africain est victime et il doit, pour résoudre cela, s'armer intellectuellement pour pouvoir créer une classe qui pourra non pas seulement subir ou bien utiliser les technologies externes, mais créer ses propres technologies qui l'appartiennent et qui pourront justement générer de la valeur sur son continent au lieu d'utiliser des solutions comme Facebook, comme Amazon, qui vont partir enrichir un autre continent. Pour conclure, j'aimerais dire, c'est faux. Lorsqu'on dit que le PIB en Afrique augmente, oui, c'est vrai, mais l'Africain en réalité s'appauvrit. Le riche s'enrichit, le pauvre s'appauvrit. Pourquoi est-ce que les PIB augmentent dans les pays africains? C'est parce que, vous le constaterez, même chez vous, les Occidentaux arrivent de plus en plus en Afrique. Ils arrivent, ils créent des investissements, à savoir des maisons, des routes, pour s'assurer de leur propre confort. Et en créant justement ces industries qui vont plus tard produire de la richesse ou bien de la valeur qui sera exportée dans leur pays d'origine, l'État prend cela pour pouvoir faire comme si, en fait, il y a une industrialisation alors que tout cela est orienté vers l'exportation. Donc, les principaux bénéficiaires de ces différentes industries et outils qui sont créés ici en Afrique, ce ne sont pas les Africains, ce sont des Occidentaux. Donc, on va dire, l'infrastructure des pays augmente. Mais si vous constatez, vous verrez que c'est dans certaines régions. Et ces régions-là, curieusement, auront beaucoup d'occidentaux. Donc, ressaisissons-nous. Ne nous préparons pas ou bien ne nous mettons pas dans un confort par rapport à la situation actuelle. Sinon, nous n'allons jamais arriver soit à l'émergence, soit au développement. Puisque, au fil des temps, tout le monde va toujours regarder sa situation actuelle. Préparons-nous pour pouvoir penser à moyen, long terme, afin que les choses commencent à changer. En créant cette dynamique-là, nous allons commencer à prendre nos différents destins. Et je suis certain, l'Afrique n'a jamais été le futur. L'Afrique est le présent. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus d'Occidentaux qui arrivent. Si vous avez des débats contradictoires, je suis tout ouvert à cela. Vous pouvez écrire en commentaire. Je vais vous y répondre. Si vous voulez cette présentation-là avec plaisir, ou bien les différentes sources que j'ai utilisées, je peux vous m'envoyer un mail ou vous écrivez en commentaire. Nous allons vous contacter par email et nous allons vous envoyer cette présentation. Merci et j'attends vos commentaires pour pouvoir débattre éventuellement par rapport à nos différents points de vue, car c'est dans le débat que jaillit la connaissance. Merci.